Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler du matériel que j'utilise pour le bullet journal, l'art journal, mais aussi pour la partie plus illustration de mon activité. Alors la vidéo va être divisée en deux parties. Première partie sous forme de petits podcasts où je discute le sujet en général, et la seconde partie où je vous montre le matériel à proprement parler. Alors j'avais envie surtout de me focaliser ici sur le côté durable, le côté rechargeable, réutilisable, etc. Donc je vous apprends rien en vous disant que dans la bugosphère, le monde du journaling sur YouTube, malgré l'aspect DIY, parfois ça ressemble souvent à un enchaînement de publicités pour des fournitures, on fait l'apologie des marques, il y a de l'influence autour de certaines marques. Donc j'avais plutôt envie d'aborder la question sur un point de vue beaucoup plus ciblé, pour pas faire une énième vidéo de haul, etc. Plus ciblé sur la question du réutilisable, durable, etc. Quand je parle de l'aspect durable, j'entends à la fois l'aspect économique, donc comment acheter moins mais mieux, mais de l'aspect aussi écologique. Et pour cet aspect écologique, je voudrais avant tout relativiser ce que je vais dire ici. On est d'accord que si vous utilisez un marqueur jetable de temps en temps, mais que à côté, vous ne voyagez jamais en avion, que vous ne mangez pas de viande et que vous n'avez pas de voiture, il est évident que vous allez quand même gagner le tournoi du bilan carbone le plus bas. Je ne voudrais pas ici placer les priorités dans le désordre, hein. On parle que, entre guillemets, que de matériel. Mais inévitablement, quand ça fait un certain temps qu'on pratique une activité artistique, c'est des questions qui arrivent sur la table. Quelle technique, par exemple, peut être plus écologique face à une autre technique? Enfin voilà. Ici, c'est pas la question. Je voulais me focaliser surtout sur l'aspect économique. Donc, comment acheter moins de choses, mais de meilleures choses, et des choses qui vont durer dans le temps. Alors, avant toute chose, je vais vous donner une liste de questions que je peux me poser avant d'acheter quelque chose. Ici, je vais le tourner sur l'aspect fourniture artistique, mais ça peut s'appliquer aussi à tout un tas d'autres choses. Vous connaissez mon goût pour le minimalisme, hein, j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne traitant du sujet. Alors, première question, est-ce que je ne possède pas déjà une fourniture artistique similaire? Et la question sous-jacente ici, c'est est-ce que c'est l'attrait de la nouveauté qui me pousse à vouloir ce nouvel objet? Ou bien est-ce que j'en ai réellement besoin pour le projet en cours? Alors, deuxième question, est-ce que je peux trouver cet objet en seconde main, que ce soit en ligne ou sur une brocante? Et à ce moment-là, ça implique l'attente. Donc, est-ce que j'ai assez de patience pour attendre la bonne affaire par rapport à cet objet, à cette fourniture? Troisième question, existe-t-il un équivalent créé par un artisan ou une petite entreprise? Je pense ici surtout aux aquarelles où on a des artisans spécialisés qui vont mélanger des pigments à de la gomme arabique et fournir des petits godets d'aquarelle faites maison. Et si pas, à quel vendeur, ou quel type de vendeur en tout cas, vais-je donner mes sous? J'achète assez peu de matériel en ligne et je préfère aller au magasin d'art de ma région. Alors, quelques réflexions générales sur les fournitures artistiques spécifiquement. La première chose, c'est que j'achète jamais de set complet, c'est-à-dire un lot de 10 pinceaux ou un lot de 12 couleurs, parce que je sais que dedans, je ne vais pas tout utiliser. Par exemple, que certaines couleurs ne vont pas m'intéresser ou ne vont pas avoir assez d'attrait pour que j'ai envie de les utiliser. Si ça ne m'incite pas à créer, c'est un petit peu inutile. Alors dans les lots de pinceaux, dans les lots de liners par exemple, les tailles de pinceaux sont parfois redondantes. Donc si j'utilise que 2 pinceaux sur 5, ça ne me sert à rien. C'est 3 pinceaux que je n'utiliserai pas. Donc je préfère acheter toujours à l'unité des choses qui sont vraiment faites pour mon usage. Alors il m'arrive de revendre aussi le matos que je n'utilise pas. Je ne vais pas me forcer à utiliser ce qui ne me plaît pas. Et dans le cas des peintures ou des marqueurs, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de les acheter pour les regarder sécher.
Donc même si j'arrive pas à les vendre, bah, je peux les donner à quelqu'un. Alors, troisième chose, en art comme ailleurs, je reviens là-dessus, hein, la FOMO, donc l'attrait de la nouveauté, la peur de manquer la nouveauté est là. Donc il y a tout le temps hein, de la nouveauté, des choses qu'on nous présente, les gouaches ceci, les pinceaux cela, etc. Et c'est censé à chaque fois venir révolutionner nos façons de faire. Et c'est bien sûr un leurre, hein. Donc si vous avez trouvé et éprouvé votre outil, votre carnet, le papier idéal qui vous convient, bah souvent ça vaut pas la peine de tester autre chose, juste pour le plaisir de tester et puis d'être déçu et de revenir quand même à votre papier habituel par exemple. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs que du contraire. Et pour enchaîner sur ce même ordre d'idées, à contrario, ça peut être intéressant de changer pour la gamme de qualité supérieure, donc pour monter d'un cran au niveau de la qualité des peintures ou des fournitures. Et là aussi, il vaut mieux avoir 4 tubes de très bonnes aquarelles plutôt qu'une palette de 40 pastilles d'aquarelle qui ne valent pas grand-chose. En plus, si c'est vraiment de mauvaise qualité, ben, vous risquez de passer complètement à côté d'une technique et de trouver ça nul juste parce que vous avez regardé à 2 € d'économie. Voilà pour le topo général. Je vais passer maintenant au matériel où je vais vous montrer le matériel en question. Je ferai aussi un post récapitulatif de tout ça avec des photos pour rechercher facilement une référence. Je ferai ça sur mon Patreon en accès public. Donc si vous avez besoin de revenir sur telle ou telle chose, le lien est dans la description. Alors, je vais commencer par le commencement en vous présentant les crayons pour faire les croquis. Pendant des années, j'ai utilisé ce type de porte-mine jetable. J'ai utilisé aussi des crayons en bois, mais je sais pas, j'aime moins. Et j'avais envie d'investir à un moment donné dans un porte-mine rechargeable. Et j'ai trouvé celui-ci. C'est un Koh-i-Noor qui est une marque tchèque, je pense. Le corps est en métal et la finition ici est en bois. Il y en a aussi en plastique. Évidemment, énormément d'autres marques que vous allez pouvoir trouver dans vos magasins d'art locaux vont faire ce genre d'outils aussi. Ici, j'aime assez parce que la mine en question est assez grosse, donc ça s'apparente un petit peu à une mine de plomb. Le gris, c'est un gris HB tout à fait classique. Et j'ai acheté évidemment la boîte avec les 12 recharges pour voir venir et l'utiliser pendant longtemps. Ensuite, pour le tracé et l'ancrage, j'ai, comme tout le monde, utilisé aussi pendant des années ce type de liner. Donc c'est des liners jetables, il y en a de 36 marques différentes. J'ai jamais eu de préférence niveau marque, donc ça n'a pas d'importance ici. Et à un moment donné, je suis passée à ceci, donc ce sont les Rotring rapidographes qui sont rechargeables également. Donc c'est sous forme de cartouche, mais on peut les recharger avec l'encre Rotring. Malheureusement, ils ont arrêté ce truc, donc il y a les concurrents, par contre, qui sont toujours là. Donc Staedtler qui fait ce genre de liner rechargeable. Et il y a une marque qui s'appelle Ukers qui aussi fait ce genre d'outils, avec ici chez Ukers des cartouches universelles, donc un petit peu plus facile à trouver. Après, l'encre Rotring, c'est l'encre qui est waterproof, donc proche de l'encre de Chine. Donc même si vous utilisez après une technique humide, bah, ça ne va pas bouger, quoi. Dans le même ordre d'idées de traits et d'ancrage, j'utilise depuis des années maintenant ce Pentel GFKP. C'est un pinceau, c'est un brush pen, poil très très souple qui vous permet de moduler la ligne. C'est un super outil, je pense que vous l'avez déjà vu beaucoup chez moi, mais aussi chez beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de ce genre de tracé. La pointe
la broche ici ne bouge pas. Je pense que ça fait plus de 5 ans, presque 10 ans que je l'ai et ça n'a pas bougé d'un poil, quoi. Ça marche avec leur propre cartouche recharge. Et le gros avantage de cet outil, c'est qu'il est vraiment pas cher et vous pouvez le rentabiliser, l'amorcer sur vraiment beaucoup d'années. Dans la même catégorie d'objets où on trace des lignes, il y a évidemment le stylo plume. Petite pensée à mon entourage qui subit mes discours sur ce nouvel intérêt spécifique qu'est le stylo plume. Alors, à terme, moi j'aimerais remplacer en fait tout ce qui est liner par des plumes, parce que évidemment double usage de l'écriture et du dessin, mais aussi par rapport à l'économie, parce que un stylo plume vous allez investir aussi une fois dedans, et l'encre en fait, ici j'en ai sorti une. Les pots d'encre, les bouteilles d'encre sont vachement économiques par rapport à des cartouches ici d'encre de Chine. Alors, l'intérêt d'un stylo plume, c'est que vous avez, il y en a pour tous les budgets déjà, donc vous avez des gammes de prix différentes, et vous avez pour chaque modèle 3 ou 4, voire 10 sortes de pointes différentes. Donc ici, on a une pointe F, ici aussi, c'est les deux modèles que j'ai sortis parce que le F pour dessiner, je trouve ça intéressant. Je vous ai sorti un pas cher. J'ai plusieurs pas chers et dans ce que j'ai, celui-ci me semble très approprié pour commencer, tout simplement parce que son débit d'encre est assez important et donc je trouve ça très agréable à travailler. Donc c'est un Platinum Preppy. Et si vous avez un peu plus de budget, je peux vous recommander aussi celui-ci, c'est un Twisby Eco. Il est un petit peu plus lourd que son copain, mais en fait l'intérêt principal, c'est l'énorme réservoir. Donc vous le remplissez une fois, il n'y a même pas besoin de cartouche ou de converteur, le réservoir est intégré au stylo. Alors, vous aurez besoin pour les stylos d'encre. Majorité des encres ne sont pas du tout waterproof, donc ça, il faut bien se renseigner avant d'acheter si c'est pour dessiner. J'ai sorti ici une encre qui est waterproof de chez Noodlers, c'est une encre grise et l'avantage de cette encre c'est que vous pouvez en fait superposer les gris et avoir un gris très intense jusqu'au noir, donc ça vous permet, si vous voulez juste dessiner et même pas passer à la couleur, d'avoir des rendus assez beaux. Comme elle est waterproof, vous pouvez, comme les liners, utiliser par-dessus des techniques humide, aquarelle, gouache, autres, sans que la ligne ne disparaisse et ne bave partout. Peut-être que je ferai plus tard des vidéos spéciales sur les plumes, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Voilà, je vais les mettre de côté, c'est bien. Un autre objectif pour moi en investissant dans des plumes, ça va être de remplacer tout ce que vous voyez ici, en fait, tout le petit matériel de liner coloré, de marqueurs en gel, de trucs comme ça qu'on utilise dans nos bullet journaux. C'est toujours bizarre de le dire au pluriel. Ça je racheterai plus en fait, je racheterai uniquement des petites bouteilles d'encre colorée pour les plumes et voilà, je vais gagner un petit peu de place. Évidemment j'utilise ceux-ci tant qu'ils ne sont pas vides, hein. Je ne vais pas les balancer. Passons à la suite, toujours dans la catégorie tracé, mais tracé en couleur cette fois-ci, avec les marqueurs acryliques, donc les plus connus ce sont les Posca. Moi ici je voulais vous parler plutôt des Molotov qui sont des concurrents de Posca qui sont faits en Allemagne et qui sont rechargeables. Donc vous avez chez Molotov des recharges d'acrylique liquide et donc vous pouvez remplir à chaque fois le corps du marqueur acrylique. Le petit tips ici, c'est que en achetant les recharges chez Molotov, vous pouvez aussi remplir des Posca. Donc si vous avez des Posca, ne les jetez pas. Ici, c'est un mauvais exemple parce que je ne sais pas s'il y a moyen de retirer cette petite partie, mais si vous avez des Posca classiques comme celui-ci, en fait, il vous suffit de dévisser la partie haute
et ça se dévisse dans le sens pas instinctif, donc anti-horlogique. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser les recharges Molotov pour remplir vos Posca. Voilà. Pour les marqueurs traditionnels à alcool, où je vais parler de tout en fait, que ce soit les marqueurs à alcool ou les marqueurs ici Ecoline, j'utilise aussi plusieurs marques, mais puisqu'on est dans le durable et le rechargeable, je vais juste mettre l'accent sur les Copic. Les Copic, vous pouvez les recharger. Alors, petit bémol, avant on avait des recharges assez importantes, avec je ne sais plus combien de millilitres, mais pas mal, 25 millilitres. Donc on pouvait recharger en fait un Copic 10 fois. Et comme c'est un truc qui n'avait pas de succès, ils ont décidé de faire un nouveau type de recharge et vous avez la demi en fait au niveau volume, vous n'avez plus que 12 millilitres, donc vous pouvez recharger 5-6 fois votre Copic avec. Et sinon, j'utilise pas forcément de marqueur à alcool dans mon bullet journal parce que ça transperce le papier, hein, c'est le principe du marqueur à alcool. Et voilà, j'utilise des marqueurs Ecoline parce qu'il n'y a que ça en fait, hein, parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des marqueurs rechargeables, ou en tout cas je n'en ai pas trouvé au niveau des marqueurs non-alcool. Et la partie qui va intéresser plus ici les journaleuses à proprement parler, donc les gens qui vont découper et coller des trucs. J'invente pas la poudre en vous disant ça, mais il existe, je le rappelle, des cutters en inox plutôt que des cutters en plastique. Donc vous achetez une fois un cutter en inox, non seulement c'est, je trouve, plus agréable à maintenir parce qu'ils sont plus fins et évidemment durable, puisque vous achetez 10 lames et vous avez le temps vraiment de voir venir. Ensuite, et il ne va pas casser aussi en inox, c'est important. Ensuite, pour la partie colle, si vous utilisez de la colle en bâton, en fait il existe des bâtons de colle qui sont eux-mêmes faits en plastique recyclé, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent il est juste marqué recyclable, mais ici dans ce cas-ci c'est le bâton de colle est en plastique recyclé, donc pourquoi pas. Moi j'ai arrêté les bâtons de colle, j'ai arrêté ça et j'utilise maintenant des colles blanches, celle-ci plus connue, ça marche aussi. Et en fait ces colles, elles marchent sur beaucoup de types de papier, de carton, etc. Et je les applique au pinceau et on est d'accord que niveau déchets, 500 ml, 1 litre de colle, ça va générer moins de déchets que ce petit bâton de colle. Une dernière petite chose pour le matériel, j'utilise également des palettes en dur. Je sais qu'il existe des palettes jetables et je trouve ça horrible niveau écologie-économie. Donc ici, j'ai une jolie petite palette en céramique, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et j'utilise en fait la plupart du temps des vieux Tupperware. Donc, j'ai chiné ici dans une brocante, donc il était vraiment usé. Et l'avantage avec les Tupperware, c'est que vous pouvez les refermer. Et ça va maintenir l'humidité de la peinture pendant plusieurs jours, voire une semaine entière. Évidemment, j'utilise énormément de peinture aussi, que ce soit acrylique, gouache, etc. Mais ça ne va pas entrer dans le cadre de la thématique du jour. Donc je préfère m'arrêter là pour cette vidéo-ci. J'espère que ça vous aura intéressé d'avoir un angle un peu plus particulier sur la question, que vous avez noté vos références. Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle que j'ai fait un article avec des photos de ce que je présentais et qu'il est disponible en accès public sur le Patreon. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!